Aujourd'hui, on va parler du marché immobilier bulgare. Alors, comme vous le savez, je suis à la recherche d'un bien immobilier pour pouvoir y installer une base autonome durable, c'est-à-dire, grosso modo, une unité géographique, puisque vous êtes localisé forcément avec l'immobilier, qui me permet de satisfaire un minimum d'autonomie pour bien écouter passer les caps difficiles qui vont s'ouvrir devant nous. Alors, dans le cadre d'un investissement immobilier classique, on a certaines règles à respecter. Mais là, on a effectivement d'autres paramètres à prendre en ligne de compte qui sont liés évidemment à cette notion même de base autonome durable et qui est elle-même liée à l'époque dans laquelle on entre. Donc, il va falloir faire coïncider tout ça dans une équation qui n'est pas facile à résoudre. Je fais un exercice aujourd'hui de réflexion. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, c'est toujours intéressant. Quand on mélange effectivement les points de vue de différents cerveaux, peut-être qu'on arrive à en sortir quelque chose de nouveau au niveau de la réflexion. Voilà. Donc, si vous voulez, dans le premier paramètre à prendre en ligne de compte, il y a le paramètre pays aujourd'hui. Alors, comme je me suis déjà exprimé plusieurs fois là-dessus, on a effectivement une période particulière de l'histoire qui est liée à un effondrement. On est dans une large période, une grande période d'involution. Ça n'en finit pas de tomber. À un moment donné, on se dit, on espère que ça va vraiment, pour le coup, se péter la gueule. Parce que si ça continue comme ça, on va tous finir esclaves, injectés, soumis, et puis ne possédant plus rien, n'ayant plus aucun contrôle sur nos vies, sur notre santé, sur notre esprit critique, notre libre arbitre, et puis on s'évadera dans les mondes virtuels proposés par Facebook. Donc c'est pas top. Personnellement, moi, ce monde-là, ça me fait pas kiffer. Donc à partir de là, on voit bien que le Corona Circus sert à mettre en place un agenda politique qui va dans ce sens-là, en brisant les économies classiques et puis l'organisation économique, sociale des principaux pays, notamment des pays occidentaux, pour pouvoir amener à cette révolution, cet Internet 3.0, on va dire, et ce changement de paradigme où on n'aurait plus que des vies virtuelles. Alors on serait heureux, béat, on ne posséderait plus rien. Parce que voilà, une oligarchie mondialiste, elle, posséderait tout, évidemment. Bref, on refait pas le pitch. N'empêche que, cette crise qu'on a vu se développer depuis 2 ans, elle sert à ça, elle sert à la mise en place de cet agenda, et qu'on voit bien qu'au niveau des différents pays, il y a des zones où il fallait être à un moment, il fallait plus être. C'est pas si évident que ça. Tout évolue très rapidement, et dans votre analyse, il faut pouvoir se repositionner. Alors moi, de mon côté, on va dire, mon leitmotiv premier, c'est la mobilité. Voilà, parce que je pense que plus on est mobile, plus on a de la facilité, entre guillemets, à pouvoir se repositionner, que ce soit au niveau du boulot, que ce soit au niveau de ses biens, et notamment les biens immobiliers, c'est sympa en temps normal, mais si vous êtes installé au mauvais endroit et que vous avez fait un investissement n'importe comment, vous êtes collé, vous pouvez pas revendre, vous pouvez pas retirer vos billes et vous avez stérilisé entre guillemets du capital, un capital précieux qui aurait pu vous servir pour vous repositionner ailleurs. Voilà. Donc ça pose problème, l'équation est assez difficile. Quand il s'agit d'acheter un bien immobilier pour faire de l'investissement locatif ou ça je sais faire. Maintenant, il y a différents paramètres à étudier, c'est toujours la même chose partout. C'est pour ça que moi je vous conseille évidemment quand vous vous expatriez dans un pays de louer absolument dans un premier temps. Dans un pays comme la Bulgarie, ça coûte pas cher en plus, donc il vaut mieux louer qu'acheter, même si vous avez l'impression de perdre entre guillemets de l'argent au début, vous ne perdez pas d'argent parce que si vous achetez au mauvais endroit et que vous ne pouvez pas revendre, la facture est bien plus élevée. Donc dans un premier temps, il faut toujours louer pour pouvoir évaluer les zones, évaluer le pays, évaluer son potentiel, évaluer le potentiel d'accord qu'il peut y avoir entre vos aspirations personnelles et ce que ce pays a à vous proposer. Et ça prend du temps. On ne peut pas le faire comme ça, même à travers une analyse rapide sur Google et puis prendre des infos. Rien ne remplace le fait de prendre un billet d'avion ou une voiture et d'aller se poser dans le pays pendant quelques temps pour y prendre la température. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'instinct, du sixième sens, du ressenti, que vous ne pouvez pas capter à travers une prise d'information virtuelle. Voilà, donc ça c'est la base. Maintenant, il y a des règles qui restent, on va dire, immuables, quels que soient les pays. Quand on a fait un investissement immobilier,
Ce qui compte, c'est la localisation. Voilà. C'est la localisation. Vous pouvez acheter une superbe baraque, mais si vous êtes paumé au fin fond de la brousse, elle vaudra peanuts parce qu'elle sera moins attractive. Beaucoup de gens se regroupent autour des villes parce qu'il y a des hôpitaux, parce qu'il y a des écoles, parce qu'il y a du boulot. Voilà, donc forcément, on a un côté attractif lié aux grandes villes. Donc ça, c'est des paramètres qui restent, on va dire, sensiblement identiques dans tous les pays. Maintenant, vous avez des spécificités locales auxquelles il faut prêter attention très clairement. Alors, quand on revient au marché immobilier bulgare, qu'est-ce que c'est que la Bulgarie? C'est un pays qui fait à peu près 6 à 7 millions d'habitants. Vous avez à peu près 1 million de Bulgares, voire plus même, qui sont à l'étranger pour gagner de l'argent. Donc, ils passent, on va dire, toute la majeure partie de leur vie d'actifs à l'extérieur du pays. Alors, peut-être qu'ils reviendront à un moment donné pour la retraite, mais en attendant, le pays, lui, vieillit. Et c'est un pays qui a une balance démographique négative. C'est-à-dire que vous avez moins d'enfants qui naissent que de gens qui meurent. Voilà, c'est une tendance qu'on observe un peu partout dans les pays occidentaux. Mais en Bulgarie, c'est un phénomène important. Donc vous rajoutez à ça effectivement les actifs, beaucoup d'actifs qui sont à l'étranger. Et puis en regard de ça, vous avez une population tzigane. Donc ce sont des Bulgares évidemment, mais c'est pas des vrais Bulgares entre guillemets, ils ne vivent pas pareil. On va dire que c'est une communauté parallèle qui tend elle à augmenter parce que effectivement eux font beaucoup d'enfants. Voilà un petit peu le tableau posé. Alors ça c'est pour l'ensemble du pays. Maintenant, vous avez des spécificités géographiques. On va dire que les communautés tziganes, elles se regroupent sur certaines zones géographiques, on n'en trouve pas forcément partout, et puis on en trouve beaucoup à certains endroits. Voilà, c'est des gens qui vivent en communauté, donc vous n'avez pas les mêmes, on va dire, pourcentages en termes de population en fonction des zones. Voilà. Ce tableau général étant posé maintenant, qu'est-ce que c'est au niveau de la géographie? Eh bien, on a quelques grandes villes de 300-400 000 habitants, et puis après des villes beaucoup plus petites, et ensuite beaucoup de villages. Alors grosso modo, la population se concentre dans les villes, donc dans ces grandes villes. Alors on a vite fait le tour, hein. Vous avez Sofia, la capitale, ensuite vous avez Plovdiv au centre du pays. Vous continuez votre périple en partant de l'ouest pour aller à l'est jusqu'à la côte de la mer Noire, et là vous allez avoir Burgas. Et en remontant un peu plus au nord, vous allez avoir Varna. Grosso modo, c'est ça. Alors après, il y a d'autres villes. Vous avez Veliko Tarnovo, qui est l'ancienne capitale. Vous avez des villes comme ça. Mais grosso modo, les grosses villes, les gros pôles attractifs sont ceux-là. Vous avez Sofia, Plovdiv, Burgas et Varna. Voilà. Alors, évidemment, c'est là que se concentre l'activité économique. C'est là où vous allez avoir les zones les plus attractives pour faire un investissement immobilier. Maintenant, quand on parle d'investissement immobilier dans ces villes, eh bien, c'est comme dans toute autre ville. Si vous êtes à Paris et proche banlieue parisienne, vous avez des zones qui sont plus attractives que d'autres. Vous avez des arrondissements qui sont plus attractifs que d'autres. Donc, les règles s'appliquent également en ce qui concerne les villes. Si vous voulez faire un investissement immobilier dans ce cadre-là, eh bien, en fonction des villes, il va falloir repérer les endroits qui sont les plus propices à un investissement. Là, je parle d'investissement. Ensuite, vous avez toujours en mémoire, effectivement, la situation globale du pays liée à la balance démographique. Donc, s'il y a de moins en moins de gens qui sont potentiellement acheteurs d'un bien ou loueurs d'un bien, forcément, et on regarde ça, il y a eu beaucoup de construction, donc forcément, peut-être que l'investissement immobilier n'est pas super judicieux. Il faut encore relativiser, encore une fois, en fonction des zones, en fonction des formats d'investissement. Il faut voir aussi la capacité d'endettement et la capacité d'investissement des Bulgares moyens. Donc, je sais très bien, moi, qu'on peut trouver des maisons à 1 million d'euros en Bulgarie. Maintenant, ce sont des biens qui sont invendables parce qu'il faut trouver la personne qui va pouvoir investir cette somme dans un pays comme celui-là. Voilà. Donc, en termes de format, vous allez par exemple trouver dans des villes comme Plovdiv beaucoup d'appartements qui correspondent à des 60 mètres carrés français. Alors ça c'est pareil, quand vous achetez ou vous louez un appartement, vous avez des mètres carrés bulgares qui sont plus importants que les mètres carrés que nous on conçoit nous, qui sont des mètres carrés habitables. Pourquoi? Parce qu'ils prennent en compte les parties communes et puis l'épaisseur des murs. Donc vous enlevez 20-25% par rapport aux chiffres affichés pour avoir vos mètres carrés habitables. Grosso modo c'est ça. Mais grosso modo on trouve beaucoup d'appartements comme celui que je loue à Plovdiv, qui comporte une chambre,
et puis une grande pièce commune avec cuisine américaine. Grosso modo, c'est ça le format. Voilà. Alors maintenant, quels sont les budgets pour ce genre de bien? Alors c'est pareil, ça dépend où vous êtes situé, hein. Un appartement comme le mien à Karchiaka vaut à peu près, allez, je veux dire 75 000 ou 80 000 euros. Alors ça fluctue. Maintenant, ça prend à peu près, depuis quelques années, 6% par an. Voilà, maintenant vous trouvez des appartements beaucoup moins chers que ceux-là, un petit peu excentrés du centre-ville. On va dire que pour un budget de 50-60 000 euros, vous avez un appartement comme celui-là, dans une zone pas trop mal. Donc c'est à peu près le format. Maintenant, les maisons en campagne, vous avez de tout, très clairement. Alors, pour refaire un petit peu l'historique de ce qui s'est passé au niveau du marché immobilier bulgare, on a eu un gros boom dans les années 2000, avec énormément de construction. Vous aviez des appartements qui se vendaient sur la côte de la mer Noire à 2000 euros le mètre carré. Et depuis, ça a chuté. Voilà, donc on achète ça à 600, 700 euros le mètre carré. Donc les gens qui ont investi à ce moment-là dans ces zones qui sont des zones de villégiature essentiellement saisonnières pour l'été, ils se sont plantés. Alors c'est pareil, il faut encore relativiser. Quand je parle de ce type d'appartements, c'est des appartements qu'on va trouver du côté de Sunny Beach. Donc Sunny Beach, imaginez des villes champignons qui ont poussé un petit peu comme les urbanisations en Espagne, qui sont des villes de vacances, des hôtels de vacances, qui ne sont remplis que parce qu'il y a beaucoup de touristes et un fort tourisme de masse, concentré sur 2 mois, 3 mois de saison, grand maximum. Le reste de l'année, c'est pas habité. Il n'y a personne, il n'y a rien, c'est vide, et le climat n'est pas, on va dire, aussi engageant que dans d'autres zones côtières, d'autres pays. Donc, voilà, faire attention. Maintenant, sur les bords de la mer Noire, vous avez des petites pépites, des villes qui sont plus traditionnelles, comme Nessebar, par exemple, qui est protégée, qui est une ville traditionnelle, une petite ville traditionnelle qui est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité, je crois. Donc, si vous achetez un appartement de villégiature, là-bas, déjà, sa vie, il y a quand même un noyau de population toute l'année. Et en plus, je pense, si vous achetez dans un format raisonnable, vous risquez pas de perdre beaucoup d'argent, ou vous allez voire même en gagner un peu. Voilà, donc il faut vraiment faire attention en termes de format d'investissement, tout simplement. Et par rapport à l'enveloppe. Alors, depuis la crise du Corona Circus, il y a un petit mouvement qui s'est opéré, que l'on observe également dans les pays de l'Ouest, et notamment européens, voire même aux États-Unis, c'est une petite transhumance des familles bulgares qui vivaient en ville vers la campagne. Alors pourquoi? Parce que le télétravail s'est développé de la même façon. Dans ce pays comme dans d'autres, on a incité les gens à bosser de chez eux. Donc, comme beaucoup de Bulgares sont propriétaires d'une maison de campagne, eh bien, ils ont intégré cette maison. C'est quand même toujours plus sympa d'être dans une grande maison avec la nature autour et pouvoir sortir parce qu'il n'y a pas un flic qui vient vous casser les burnes, que d'être dans un appartement complètement sous lockdown avec juste devoir signer un papier. Enfin non, ça c'est en France. Bref, pour pouvoir sortir. Donc on a eu ce mouvement-là. Le télétravail a été incité. Vous avez des gens qui ont effectivement déserté leur appartement pour aller bosser de chez eux dans leur maison de campagne. Mais il y a également un engouement qui s'est créé pour ces maisons dans un village proche des grandes villes. Donc on va dire qu'autour des grandes villes comme Plovdiv, par exemple, dans un rayon de 30 à 60 km, eh bien, on a eu un regain d'intérêt des Bulgares, alors que le mouvement qui était imprimé depuis plusieurs années, c'était justement cette transhumance des campagnes vers les villes. Eh bien, on a eu un regain d'intérêt des familles bulgares pour ce type de propriété, ce type de bien. Donc, on a une augmentation des prix, malheureusement, ce qui n'arrange pas forcément ceux qui cherchent à installer une BAD dans ces formats d'investissement. Voilà. Alors, il faut savoir que l'immobilier en Bulgarie, c'est quand même assez prisé parce que les Bulgares ne savent pas dans quoi investir, donc ils investissent dans la pierre. C'est un pays qui s'est libéré du joug communiste il y a 30 ans. Donc il y a eu une folie consumériste à un moment donné, mais une fois que vous achetez le nouveau frigo, la nouvelle bagnole, bon, voilà, ils n'ont pas forcément la culture pour pouvoir investir sur les marchés financiers ou autres. Donc du coup, ils investissent dans la pierre. Investir dans la pierre en Bulgarie, c'est possible parce que vous stockez d'une certaine façon de la valeur, mais encore, il faut garder en tête ce que j'ai dit au début par rapport à la balance démographique du pays. Mais vous stockez de la valeur, vous pouvez très bien, il y a beaucoup de Bulgares qui achètent des biens immobiliers qui sont inoccupés. Vous pouvez très bien le faire parce que ça vous coûte rien, tout simplement. Il n'y a pas d'impôt ou les impôts de la municipalité sont très faibles.
Donc vous pouvez vous permettre de le faire. En France, c'est pas possible. Vous pouvez pas avoir un appart ou une maison de campagne entre guillemets qui est complètement libre. Ça vous coûte un bras parce que vous avez le foncier, vous avez l'habitation. Enfin bref, je vous fais pas la chanson. Si vous m'écoutez de France, vous savez de quoi je parle, tout simplement. Donc on a un mouvement qui s'est imprimé des grandes villes vers les campagnes et on a une augmentation des prix, évidemment, des terrains, malheureusement, et des maisons. Alors je pense que ça va être ponctuel, ça, quand même, mais bon, pour l'instant, on est dans ce cycle-là. Donc forcément, ça fausse un petit peu le marché. Donc on risque de rentrer aussi dans une forme de bulle immobilière, hein, parce que par rapport comment dire, aux caractéristiques du pays, de la population, au niveau démographique, comme je l'ai dit encore, aux capacités, enfin en termes de richesse par habitant, on va arriver à des prix qui sont complètement hors de proportion par rapport au pays tout simplement. Hein. Voilà, c'est pas attractif. À un moment donné, c'est plus attractif d'acheter dans un endroit comme ça. Alors maintenant, en ce qui concerne le bâti, alors le bâti, c'est pareil, l'ancien est de très mauvaise qualité. Voilà, c'est comme ça. Quand vous rénovez, il faut le prendre en ligne de compte. On a un bâti qui est de très mauvaise qualité. Vous avez les constructions neuves, elles n'ont pas les mêmes normes que ce que l'on peut trouver, ne serait-ce qu'en France, par exemple. Hein. Moi, je suis dans un immeuble qui est complètement neuf, et il n'est pas insonorisé, par exemple. Voilà. Donc ça, voilà, faut le savoir. Maintenant, vous avez des spécificités locales incontournables. Et les spécificités locales incontournables, c'est le climat. Il faut faire attention. En Bulgarie, quand il pleut, c'est le déluge. Ça fait pas semblant. Les éléments se déchaînent. Donc, il faut faire attention. Si vous investissez dans une maison, dans une zone, il faut faire attention à ce que ce soit pas inondable ou à ce que vous ne fassiez pas avoir de cette façon-là. Hein. Ça c'est important. Juste à côté de chez moi, il y a 2 ans, je crois, il y a eu une énorme inondation avec la rivière Maritsa. On avait un pont qui permettait d'aller en vieille ville, un pont piéton, hein, tout simplement, avec un passage souterrain qui donnait sur la vieille ville, et puis avec des magasins. Ça se fait beaucoup dans les pays de l'Est, vous avez des magasins dans les passages souterrains. Et ben, tout a été inondé. Donc, depuis, il n'y a plus de magasins. Mais bon, quand même, je veux dire, ils ont beau le savoir, ils avaient quand même installé des magasins à cet endroit-là, alors c'est quand même des zones qui sont inondables. Donc, de votre côté, il faut vraiment faire attention à ça. Et le plus gros risque en Bulgarie, c'est le risque sismique, parce qu'on est dans une zone sismique, ça bouge, il peut y avoir des tremblements de terre plus ou moins forts. La ville de Plovdiv, la vieille ville, a été détruite quasiment au 19e siècle. Depuis, il y a eu effectivement des secousses, plus ou moins fortes, mais enfin, si vous vous retrouvez dans le Big One, il faut peut-être le prendre en considération lorsque vous voulez investir pour vous, hein, évidemment, dans un bien immobilier. Alors pour ça, il y a des maisons qui sont plus aptes que d'autres à pouvoir surmonter ce genre de problème. Si vous avez une vieille maison en briques, là c'est pas trop bon, hein, ça s'effondre comme un château de cartes. Si vous avez une maison comme on peut en trouver encore en montagne, faite de pierre, c'est pas bon non plus. Si vous avez une maison en bois, l'élasticité du bâti permet de passer à travers, dans une certaine mesure. Le mieux étant évidemment d'avoir une maison construite un petit peu comme les immeubles modernes, c'est-à-dire un squelette de béton armé, avec un remplissage de briques, hein, tout simplement. Voilà. Donc vous avez des piliers, on va dire, aux endroits les plus importants du bâti, avec une ceinture, et puis un soubassement évidemment en dur, hein, de béton armé, et un remplissage de briques, ce qui fait que ça offre une certaine élasticité et résistance au bâti en cas de fort mouvement sismique. Voilà. Donc ça, il faut le prendre en considération aussi. Donc j'ai posé un petit peu le tableau, hein, concernant l'immobilier en Bulgarie. Voilà. Alors évidemment, il y a toujours des bons trucs à faire, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Il y a des gens qui sont pas enclins à investir. Il y a des gens, tout dépend de ce que vous voulez faire, à des formats, hein, tout simplement. Donc si vous voulez acheter un appartement sur les bords de la mer Noire pour le louer, c'est faisable aussi. Encore une fois, il ne faut pas se tromper d'endroit. Hein. Les 2 dernières années, des endroits comme Sunny Beach qui offrent la possibilité à un tourisme de masse de se divertir sur le bord de mer, ils ont beaucoup souffert, évidemment, parce que le tourisme, on lui a pété vous avez remarqué. Hein, voilà. Donc, malgré tout, vous avez d'autres endroits sur les bords de la mer Noire qui ont très bien fonctionné, parce que c'est des endroits qui sont prisés par les Bulgares, il n'y a aucun souci, il y a toujours des gens qui ont de l'argent
et qui profitent de leurs vacances sur le bord de mer. Vous-même, vous pouvez en profiter aussi. Je rappelle quand même qu'on est dans une époque où rien n'est certain. Profitez au quotidien de ce que vous offre la vie, de ce que vous avez la possibilité d'avoir. Hein. Ne pensez pas qu'investissement, il faut aussi profiter soi-même. Donc il faut faire rentrer ça aussi dans l'équation. Pas faire n'importe quoi, mais il faut aussi en profiter. Donc ça, c'est faisable aussi. Vous pouvez investir dans des appartements près des universités, par exemple. Ça fonctionnera toujours. Hein. Je ne pense pas que tous les étudiants vont passer ad vitam en cours, on va dire, virtuel. Bon, voilà, c'est aussi faisable. Maintenant, lorsque l'on considère l'achat d'une base autonome durable, il faut prendre en considération tous ces éléments. Alors, j'ai présenté certains éléments qui sont un peu négatifs, on va dire. Maintenant, le côté positif en Bulgarie, ça va être l'inertie de la population. Donc, politiquement, on va moins vous emmerder que dans un pays quadrillé comme la France, très clairement. Donc, si vous êtes à la campagne, ça m'étonnerait qu'il y ait un flic qui vienne vous casser les roupettes parce que vous n'avez pas mis votre muselière. Voilà, donc il y a quand même beaucoup plus de liberté. Le coût de la vie est beaucoup moindre. Donc, même s'il y a inflation, eh bien, ça pourra tenir quand même la route par rapport à des pays qui sont déjà gavés jusqu'à la gueule de prix hors proportion. Et puis, vous avez beaucoup de maraîchers, vous avez la possibilité de trouver plein de gens, même sur les bords de route, qui vont vous vendre des super légumes, des trucs qui sont pas du tout estampillés bio, mais de toute façon, il n'y a pas besoin, parce que c'est vraiment une production naturelle. Enfin, voilà, c'est un pays aussi qui est baigné par le soleil une bonne partie de l'année, donc vous avez des fruits, des légumes qui sont vraiment succulents, que vous pouvez trouver pour pas cher. Et puis vous pouvez même vous-même faire pousser vos propres productions. Donc dans le cadre d'une base autonome durable, c'est quand même super sympa. Voilà. Vous avez un pays qui présente une abondance d'eau. Alors ça, c'est super important, parce que je pense que dans les années qui viennent, l'eau, ça va être aussi une denrée rare. En Bulgarie, ça pose aucun souci. Hein. Vous allez en montagne, vous avez des sources partout, vous avez des fontaines partout. Hein. Il y a une tradition qui dit aussi en Bulgarie qu'un homme doit dans sa vie au moins créer une fontaine. Donc vous avez des fontaines partout, vous avez de l'eau partout. Donc ça c'est cool. Vous en avez même en abondance, hein, comme je l'ai dit, faire attention quand il pleut, quand il pleut, ça pleut fort. Donc faut surveiller cet aspect-là, voilà. Mais bon, ceci dit, techniquement, vous avez tout à fait la possibilité d'installer une base autonome durable avec un potager, avec des cultures. Voilà, ça pousse bien. Il y a des vignes, il y a beaucoup de vignes en Bulgarie, avec un pinard qui paraît excellent. Alors moi, j'y connais rien parce que je bois pas de vin, mais j'ai des amis qui s'y connaissent et qui me disent c'est du bon niveau. Donc voilà, donc il y a quand même il y a énormément de possibilités. Vous avez des figuiers, vous avez des vignes, des figues. Donc c'est chouette. Maintenant, si vous voulez, il y a aussi la mer, il y a aussi la montagne. Alors la montagne, c'est pareil, il faut faire attention. Quand vous êtes aux alentours de 1500 mètres, vous avez de la neige la moitié de l'année. Voilà, donc ça c'est plus compliqué en termes de vie, c'est plus compliqué en termes justement, on parlait de culture, pour faire pousser des choses, c'est plus chiant. Voilà. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le pays est quadrillé par quelques routes qui sont en très bon état, plus ou moins, on va dire, plus ou moins, ça, voilà. Et puis le reste, c'est pas terrible. Je veux dire, il vaut mieux venir en Bulgarie avec un 4x4 qu'avec une voiture de sport taille basse. Ça, c'est clair et net. Donc, si vous vous installez dans un village, il y a fort à parier à un moment donné que vous allez devoir emprunter un chemin de terre ou une piste pour pouvoir aller chez vous, parce que vous n'aurez pas de route asphaltée, et quand bien même vous pourriez en emprunter une, à un moment donné, ça va plus ressembler à une piste qu'à une autoroute flambant neuve. Voilà, donc ça, il faut le savoir aussi. Donc si vous êtes complètement isolé en montagne, à une altitude trop élevée, comment vous faites pour pouvoir aller vous ravitailler, parce que vous n'allez pas être autonome tout de suite et complètement, hein. Moi je crois à l'autonomie totale, je ne crois pas, hein, mais bon, c'est comme ça. Vous avez besoin de vous déplacer, vous avez besoin de vous ravitailler, et si vous avez un pet, vous avez besoin aussi à un moment donné de trouver un docteur, je ne sais pas moi, voilà, des choses comme ça. Et si vous êtes complètement isolé avec 2 mètres de neige, c'est plus difficile. Donc il faut prendre ces paramètres en compte dans l'équation. Voilà, alors comment on fait tout ça après? Parce que vous avez après vos conditions personnelles. Voilà, donc je vous laisse imaginer la gueule de l'équation quand vous faites rentrer tous ces paramètres dedans. C'est pas évident. Alors,
Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que comme on est dans un cycle d'involution, on n'est pas encore arrivé en bas. L'heure de mettre un bon coup de talon pour monter n'est pas arrivée, et quand bien même on y serait, pouvoir remonter, ça prend du temps. Hein. Je vous rappelle quand même que lors de la Révolution française, quand il y a eu un énorme bouleversement, la reconstruction et les changements de régime ont fait que, grosso modo, il a fallu une centaine d'années pour que le pays retrouve un certain lustre sous Napoléon III. Donc, ça prend du temps. Hein. Voilà, ça se fait pas tout seul. Donc, il faut pouvoir tenir le choc pendant ce temps-là. Pour l'instant, ceci dit, ça tient à peu près. Voilà, c'est comme ça. Donc, vous avez besoin de vivre. Vous avez besoin d'accéder aux services. Vous avez besoin de pouvoir, comme dit, aller faire des courses dans des malls quand c'est ouvert. Si vous avez votre femme avec vous, vos enfants, ben, ils ont besoin de pouvoir accéder aux écoles, d'avoir Internet. Enfin, il y a tout un tas de paramètres à prendre en ligne de compte. Et il faut faire rentrer ça dans l'équation. Donc, le meilleur des plans, c'est celui qui permet, de façon tout à fait imparfaite, j'en ai bien conscience, de faire coïncider un peu tout ça. Donc, grosso modo, pour moi, la Bulgarie, eh bien, c'est plutôt, on va dire, un environnement de montagne, mais moyenne montagne, hein, voire en dessous, hein, on va dire entre 500 et 1000 mètres d'altitude, pas très loin évidemment des grands axes de communication et d'une grande ville à disposition, avec des services à côté pour pouvoir se ravitailler sans faire trop de bornes. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Un endroit où je me sens bien, parce que ça c'est fondamental. Moi, si j'étais arrivé en Bulgarie et que j'avais été, on va dire, un peu plus raisonnable en termes par rapport à mes paramètres perso, je me serais installé à Sofia, parce que c'est plus facile, il y a un aéroport, c'est la capitale, voilà. Maintenant, personnellement, bon, Sofia, j'aime pas trop. J'ai besoin d'un environnement qui m'inspire d'un point de vue, comment dire, culturel et artistique. Et Plovdiv m'a parlé tout de suite, voilà, parce que c'est une ville pour moi qui est magnifique, ça me parle, c'est traditionnel. Il y a des aspects grecs, il y a des aspects, on va dire, de la Renaissance bulgare, un peu baroque. Donc, moi, je me sens bien dans ce type d'environnement. Évidemment, si je dois aller à Sofia, que je dois prendre un avion, bah, ça me rajoute évidemment des kilomètres, c'est compliqué. Mais en attendant, la vie au quotidien pour moi, eh bien, c'est un environnement dans lequel je me sens bien. Je ne veux pas m'enterrer dans un trou et faire un truc qui ne me correspond pas, dans l'optique d'un éventuel effondrement, parce que la vie qui compte, c'est celle que vous vivez aujourd'hui. Voilà. Et que vous ne pouvez pas vivre sur un mètre carré tout stressé tout le temps, en vous positionnant en vue d'un éventuel problème, en menant une vie de galère. C'est pas comme ça que ça marche, parce qu'à un moment donné, vous pouvez lâcher. Hein, c'est comme les gens qui tiennent une position sur les marchés financiers, ça n'en finit pas de se péter la gueule. Ils voient leur compte descendre, puis à un moment donné, ils pètent un câble, les gars. Hein, et puis ils revendent la position, puis 2 jours après, ça remonte. Voilà, donc il ne faut pas rentrer dans ce truc-là. Quand vous êtes dans un projet comme celui-là, l'idée c'est de vivre dans un endroit qui vous correspond, qui vous plaît, qui est un compromis équilibré entre tous ces paramètres et qui vous permet de tenir la course sur la distance. Voilà, vous ne faites pas une course de fond, hein, en vous oppressant, en vous compressant dans des paramètres artificiels. Vous vivez confortablement, correctement, en regard de votre idéal perso, pour que ça tienne sur la durée. C'est ça qui est important. Donc à partir de là, pour moi c'est plutôt ça, c'est plutôt, je cherche dans un rayon raisonnable, on va dire 1 heure maximum d'une grande ville, donc en l'occurrence Plovdiv, dans un environnement un peu montagneux, pour avoir une belle vue, pour que ça soit sympa, pas trop, parce que sinon les cultures ça va pas le faire, il me faut du terrain, un minimum. Il faut des services à proximité, il faut que je sois pas complètement éloigné dans la pampa parce que voilà, j'ai pas la possibilité de mettre des raquettes pour pouvoir rejoindre ma voiture à 2 km pour pouvoir ensuite descendre vers la civilisation, parce que sinon je vais péter un câble. Donc voilà, ça fait beaucoup de paramètres à prendre en ligne de compte et ça n'est pas forcément très simple. Donc maintenant, ce qu'il faut prendre en compte en priorité, c'est effectivement un équilibre. C'est l'équilibre entre tout ça. C'est-à-dire vous avez des attendus personnels, voilà, qui vous constituent, vous avez des choses qui vous constituent, qui vous font du bien, sur lesquelles il ne faut pas s'asseoir, il faut les prendre en ligne de compte, sinon vous allez dans le mur à terme. Alors ça peut être vous, mais ça peut être vos proches aussi. Si vous vous expatriez en famille, bon, voilà, il faut que ça convienne plus ou moins à tout le monde. Hein. C'est toujours une histoire de compromis, mais c'est important. Vous ne pouvez pas faire votre truc tout seul.
parce qu'à un moment donné, madame elle va péter un câble et puis vous allez vraiment vous retrouver tout seul, par exemple. Hein. Vos enfants, ils ont des besoins aussi, vous ne pouvez pas les isoler non plus complètement. Il faut qu'ils aient aussi des liens sociaux, enfin, c'est important. Et vous avez les attendus, ce que le pays a à vous offrir par rapport à vos analyses. Vous avez également les attendus d'un investissement immobilier classique, donc il faut faire attention à ces formats-là. Vous avez l'enveloppe de base par rapport au pays, par rapport à ce qu'un Bulgare traditionnel peut être amené à investir. Si vous êtes surdimensionné, bah vous allez rester collé, voilà, tout simplement. Et puis après, vous avez effectivement les attendus de cette nouvelle donne qui est que bah, quand on installe une BAD, on le fait parce qu'on envisage effectivement un cycle qui ne va pas être simple à passer. Donc, vous faites un investissement qui est un investissement sur la pyramide de Maslow, hein, sur vos besoins primaires. Donc on sort un petit peu de l'investissement immobilier classique du pognon, hein, en vous disant j'achète puis je vais pouvoir louer, en retirer des bénéfices ou alors revendre en faisant une culbute à un moment. Si vous rentrez dans un mouvement comme celui-là, vous le faites parce que vous vous dites je constitue ma banque, ma banque centrale perso. Hein. Voilà, tout simplement, c'est-à-dire je fais en sorte de satisfaire des besoins primaires qui sont d'avoir un toit, de pouvoir me nourrir et donc par voie de conséquence d'avoir une certaine forme d'autonomie dans le cycle dans lequel on entre, hein, par rapport aux analyses qui sont faites, d'avoir de la sécurité, ça c'est important, hein, vous installez pas n'importe où, et de pouvoir satisfaire à tous ces besoins dans tous les cas de figure, que ce soit dans un environnement qui n'est pas encore dégradé comme pas trop, on va dire, actuellement, ou alors un environnement qui devient complètement dégradé. Voilà, donc c'est un mix de tout ça. Et donc je pense que là, il faut avoir... en chapeautant le tout, il faut avoir des notions de gestion, en fait, entre guillemets de gestion de patrimoine. Vous avez un portefeuille, vous disposez de certaines ressources, et vous faites une allocation. Vous faites une allocation de ressources, tout simplement. Alors, est-ce que je fais all-in, comme on dit aux États-Unis, dans une BAD? Eh bien, je vais vous répondre non. Non, parce que toutes ces différentes raisons que je vous ai évoquées avant, on parle de compromis et à partir de là, c'est complètement idiot de faire all-in dans un bien immobilier qui va vous servir, on va dire, de plan B, C, D, n'est-ce pas? Au risque à un moment donné de devoir le revendre parce que vous avez fait une mauvaise analyse, parce que le pays part en couille et que ça ne vous correspond plus et que voilà... parce que vous avez fait un mauvais choix, parce que vous avez aussi besoin d'avoir du levier pour pouvoir dégager des revenus ailleurs. Donc non, on ne fonctionne pas comme ça. Et si vous investissez trop d'argent par rapport au pays, bah, c'est clair et net que vous ne pourrez pas revendre. C'est évident. Mettre 300 000 € dans une maison en Bulgarie, à 60 km d'une grande ville, dans un village, c'est à mon sens suicidaire. Voilà. Donc, il faut vraiment faire attention à ces formats. Et ce que je n'oublie pas, moi, perso, c'est toujours ma ligne de conduite par rapport au début, hein, par rapport à l'initiation du mouvement que j'ai entrepris il y a quelques années, c'est de m'accorder une certaine, une certaine liberté de mouvement. Voilà, c'est la mobilité. Aujourd'hui, c'est la mobilité qui compte. Et vous avez évidemment besoin d'avoir une base, mais j'ai envie de vous dire, si vous avez les moyens, essayez d'avoir plusieurs bases, dans plusieurs pays différents éventuellement. Hein, et ça peut prendre différentes formes. Hein, voilà, vous avez la possibilité de vous repositionner chez des amis, tout simplement. Vous avez un bien immobilier qui traîne quelque part, vous avez, je sais pas, un camion aménagé, vous avez un voilier, vous avez, voilà. Donc, il faut s'offrir effectivement la possibilité de pouvoir se repositionner à un moment donné. Et quand vous prenez en compte tous ces paramètres et que vous faites rentrer ça dans une équation, il ne faut jamais perdre de vue au-dessus de ça le cycle dans lequel on se trouve et effectivement cette capacité d'être mobile. Parce que tout change très vite et si vous n'êtes pas mobile, eh bien vous vous coupez les pattes vous-même. Voilà. Et écoutez, c'est ce que je pouvais dire aujourd'hui. Il y a encore plein d'autres choses à dire hein, sur l'immobilier bulgare, le prix de la construction, par exemple, brut, c'est important, parce que quand vous achetez un bien au prix du mètre carré, vous savez si vous êtes dans la fourchette qui est honnête, ou alors si vous surachetez, hein, voilà, des choses comme ça. Donc, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire.
comment vous faites de votre côté pour pouvoir mener à bien ce type d'analyse si vous êtes lancé dans un projet comme celui-là également. Écoutez, tout est bon à prendre. Je suis preneur de vos avis. Allez, je vous dis à plus. Ciao.